Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Jour férié ou pas, c'est un plaisir de retrouver Franck Ferrand, fidèle à son poste pour nous faire voyager au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, 8 mai oblige, il va nous replonger dans la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Franck. Bonjour Fatima, bonjour à tous. Claude Quetel a beaucoup de choses à nous raconter sur le 8 mai 1945. Vous allez voir que cet armistice, qui 67 ans plus tard nous paraît évident, était loin de le paraître à l'époque. Mais vous avez choisi de commencer par nous parler d'un grand chef de guerre américain. Et oui, le légendaire, le fascinant, l'incernable général George Patton, cet immense Patton auquel Yanis Kadari vient de consacrer une belle biographie illustrée chez Perrin. Je vous propose donc de faire plus amplement connaissance avec le héros Yankee, avec, vous savez, l'homme qui se promenait toujours avec des colts aux crosses nacrées. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. J'ai le souvenir d'un temps, un temps pas si éloigné que ça, où le nom de Patton était révéré par toute une partie de la population. C'était l'époque de la guerre froide, vous savez. Certains disaient « Ah, si seulement on avait écouté Patton, on n'en serait pas là ». Le modèle américain à cette époque-là s'imposait partout. Le souvenir du casque étoilé de Patton, de ses colts qu'il promenait, comme je le disais à l'instant, de son visage à la John Wayne, visage de vieux cow-boy inflexible, tout ça avait un succès fou. De plus, le cinéma s'en était mêlé. En 1970 était sorti le film, d'ailleurs très réussi, de Schaffner, avec George Scott dans le rôle titre. Il faisait un Patton plus vrai que nature. Bref, tout ça contribuait à faire du personnage une figure très populaire. Et puis, les années ont passé. La libération s'est éloignée, les souvenirs directs se sont un peu estompés, quoique le bloc soviétique s'est effondré, l'Amérique s'est banalisée, les films de guerre classiques sont un petit peu passés de mode, et Patton avec eux. Eh bien, désolé de vous le dire, mais on n'a pas le droit de rester indifférent envers ce personnage-là. Et si, il y a, 30 ans, 35 ans, les prises de position excessives de ses partisans comme de ses détracteurs étaient un petit peu agaçantes, aujourd'hui, la relative indifférence de ceux qui l'ont oublié est carrément inacceptable. Alors, en ce 8 mai, je vais tâcher de vous faire toucher du doigt l'importance considérable de ce personnage, surtout lorsqu'on est français. On l'a beaucoup dit, mais c'est une vérité. Patton aimait la France, il l'aimait de passion, avant de la détester aussi, comme un amoureux trahi. Il l'aimait avec, disons, les impatiences et les éblouissements que cela suppose. Il parlait français du reste, et il parlait très bien. C'est inattendu, cette francophilie de la part d'un jeune Californien élevé dans un ranch et qui à 12 ans ne savait, dit-on, toujours pas écrire. Oui, sauf que le ranch en question n'était que l'une des maisons d'un patrimoine familial très important, que le jeune garçon a été bercé dès sa tendre enfance par ses parents dans l'histoire antique et la mythologie, et que son propre père, avocat, était surtout un grand propriétaire originaire de Virginie, un homme très cultivé, fin lettré, féru de littérature française. Or, le jeune George adore son père. Voilà une première clé peut-être pour essayer de le comprendre. En 1902, il a 17 ans, puisqu'il est né le 11 novembre 1885. En 1902, donc, il rencontre celle qui deviendra sa femme, Béatrice Heyer. On reste là dans le même milieu, elle est d'une famille de riches industriels du Massachusetts. Or, Béatrice a été en classe en Suisse, et puis en France, et c'est pour la séduire, dit-on, que George se met au français. Ça sera d'ailleurs la première langue qu'il présente à l'Académie militaire de West Point. Il est pas bon du tout, pour tout vous dire, en français. Il va devoir redoubler. C'est dommage parce qu'il est excellent dans bien d'autres matières. À cause du français et d'une ou deux autres matières, il va devoir faire 5 ans d'académie au lieu de 4. Il étudie à West Point, évidemment, les exploits de son grand-père, qui était un général confédéré, un général sudiste au moment de la guerre de sécession. Depuis l'enfance, il faut vous dire que Patton pratique l'équitation, il se spécialise dans l'arme noble, ce qui fait qu'il va entrer dans la cavalerie, c'est un sous-officier de cavalerie en 1902. Il est sportif, ce jeune Patton, c'est un athlète accompli, il est très grand, en plus du cheval, il pratique la course de fond, l'escrime, les arts martiaux. En 1912, du reste, il se qualifie pour les JO de Stockholm au pentathlon. Alors si je ne m'abuse, dans le pentathlon, il y a nage, escrime, équitation, course
et tire. Vous voyez qu'on a affaire à quelqu'un d'assez complet. Le vainqueur de l'épreuve, un Suédois comme de juste, s'effondre en arrivant devant la tribune royale. Il s'effondre mort d'épuisement et George Patton, lui, arrive 5e. La même année, il vient en France pour se perfectionner dans l'art équestre au sein du Cadre Noir de Saumur, s'il vous plaît. C'est une vraie découverte pour lui, que ce pays. Il reviendra en 1913. En France, il dessine un sabre pour la cavalerie américaine, ce qui lui vaudra le titre très honorifique de maître d'armes. Vous voyez un petit peu la personnalité qui est en train de se constituer là sous nos yeux. Il en profite, Georges, pour visiter tout l'ouest de la France, notamment cette Bretagne, cette Normandie où il reviendra 30 ans plus tard en libérateur. Il se passionne pour les exploits de Guillaume le Conquérant. Il devient l'auteur d'un mémoire sur les stratégies adaptées au bocage normand. On croirait quand même, c'est incroyable, c'est de la prescience à ce niveau-là. Ça s'invente pas, ce genre de détails. En 1913, il est affecté à Fort Riley sous les ordres du général Pershing, qui l'apprécie. Il faut dire que Patton, déjà, est un modèle de virilité et de civilité mêlée. Virilité, c'est toute son éducation californienne à l'ombre de ce père très stimulant. Et puis, civilité en même temps. N'oubliez pas son milieu d'origine, sa jeunesse avec sa femme dans les salons élégants de Washington, etc. Dès 1914, il demande son congé pour s'en aller combattre en France. Je connais des officiers et plusieurs régiments français qui me prendront en surnuméraire à condition que j'assume tous mes frais, écrit-il. Je m'en suis assuré l'an dernier lorsque j'ai compris que cette guerre contre l'Allemagne serait inéluctable. Là encore, trait de personnalité incroyable, une sorte de très grande lucidité politique. Ses supérieurs lui déconseillent néanmoins cette prise de congé. Il hésite un peu, je passe des détails, il finit par se résigner. Seulement en 1917, quand les États-Unis entrent en guerre, alors là c'est le bonheur. Patton se voit affecté à l'état-major du général Pershing qui commande les forces expéditionnaires américaines. Il va donc pouvoir accompagner son boss en France. L'accueil des Français, l'importance du sacrifice national, tout ça le remplit d'émotions, même s'il trouve quand même les civils un peu trop dilettantes à son goût, pas assez concernés par les combats. Il se choque, Patton, des fêtes et des mondanités qui continuent à l'arrière. Il n'est pas fait pour les rondes jambes d'état-major, vous l'avez compris, c'est un homme au sang chaud, il est bouillant, il est incontrôlable, il demande à être affecté dans une unité combattante, de cavalerie évidemment, ce sera la première brigade de chars de l'US Army. Il suit d'abord un petit stage de formation, 15 jours en forêt de Compiègne, et puis il prend ses quartiers à Chaumont, en Haute-Marne. Il sera bientôt transféré pas très loin de là, à Langres. Il monte sa brigade blindée avec des chars Renault FT-17. C'est le balbutiement des divisions blindées à l'époque. Et ce sera pour lui une période, disons-le quand même, une période d'attente, d'aller-retour, de tergiversation qui mettent à rude épreuve ses nerfs volontiers à vif, mais tout de même. En septembre 18, il est engagé dans la contre-offensive de Saint-Mihiel. Vous savez que beaucoup d'Américains étaient engagés là-dedans. Avec ses tanks de la 304e brigade blindée américaine, il va faire merveille. C'est là qu'il se révèle un vrai en tout cas, chef de guerre. J'ai envie de vous citer Corneille, évidemment, comme d'habitude. C'est le Cid, vous savez, j'allais de tous côtés encourager les nôtres, faire avancer les uns, retenir les autres, ranger ceux qui venaient, les pousser à leur tour. Le jeune Patton est partout à la fois. Son énergie est stupéfiante et ce qu'il y a sans doute chez lui de plus sidérant, c'est le mépris du danger. Fner. Alors, vous avez bien compris que Patton est un personnage incontrôlable. Il a ce parler un peu vert, et même carrément vert, trop sec, dont les mots peuvent faire souvent plus de mal que certaines balles ennemies. Mais en même temps, il n'est pas avare de ses enthousiasmes, Patton. Les Français sont merveilleux et je suis au mieux avec eux, écrit-il. Aucun d'eux ne parle un mot d'anglais. Nous nous tenons en joie et ne cessons de plaisanter. Il y a un côté bravache chez les Français qui sans doute lui plaît. Un jour, du côté d'Essey, il rencontre le général MacArthur, autre très grand caractère de l'armée américaine. Et on dit que ce jour-là, autour d'eux, les obus se mettent à pleuvoir. Et c'est Patton qui raconte. Je pense que chacun de nous n'avait qu'une idée, celle d'essayer de se mettre à l'abri. Mais pour rien au monde, on ne l'aurait laissé paraître à l'autre. Nous restâmes debout, à parler sous la mitraille. Personne ne s'intéressait beaucoup à ce que disait l'autre.
autres, nous ne pouvions penser qu'aux obus. Mais il reste là néanmoins crânement au milieu des obus qui tombent. Évidemment, ces risques que Patton prend pour lui, il lui arrive de les prendre aussi pour les autres et c'est ce qui commence à inquiéter beaucoup sa hiérarchie. Le 26 septembre 1918, au cours d'une offensive en Argonne, il est blessé, une balle de mitrailleuse dans la cuisse qui fait qu'on l'évacue, on l'installe dans un hôpital, il faut l'attacher à son lit parce qu'il cherche à plusieurs reprises à s'évader et le jour de ses 33 ans, il y parvient. Il se sauve, ce qui va lui valoir quand même d'être rétrogradé au rang de commandant. Il parvient à Verdun, mais je vous ai dit que c'était le jour de son anniversaire, il est né un 11 novembre, autrement dit, c'est trop tard parce qu'on est déjà le 11 novembre 1918 et c'est l'armistice qui est en train d'être signé. En janvier suivant, il va recevoir tout de même, malgré cette rétrogradation, des mains du général Pershing, la Distinguished Service Cross, qui est une très haute distinction militaire. Et puis c'est la paix, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La paix pour un homme qui reconnaîtra plus tard ne se trouvait bien que dans la guerre. La paix qui lui permet tout de même de se passionner pour la stratégie et la tactique blindée. La paix qui lui permet de multiplier les postes et, comme on dit, de faire carrière, de grimper jusqu'où ? En tout cas, de grimper jusqu'à quand ? Jusqu'à 1939, jusqu'à la nouvelle guerre et jusqu'à cette impatience qui va l'animer de voir les États-Unis rentrer dans le conflit. Ça viendra bientôt avec Pearl Harbor et ce sera pour lui de nouveau un grand moment de sa vie. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et en ce 8 mai, Franck Ferrand a choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir la vie du général américain Patton. Et Patton est ravi, si j'ose dire, puisqu'il est maintenant général de brigade, il a 55 ans, et les États-Unis ne tardent pas à entrer, enfin tardent un peu, mais finissent par entrer en guerre après Pearl Harbor, vous savez. Les hommes de Patton l'appellent le vieux sang et tripes. Et il en rajoute sur ce côté cow-boy viriloïde, les cheveux très courts, le langage très dur ou très dru, comme vous voudrez. Même s'il y a chez lui une étincelle de profonde humanité, même de bonté qui se lit facilement au fond de ses yeux. Il a une voix un peu particulière, on y reviendra dans un instant. On va évidemment évoquer le caractère, la personnalité, les outrances dans tous les sens de ce bonhomme incroyable. Il participe à l'opération Torche, ce débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord. Il se trouve sur la côte atlantique du Maroc. Il adopte envers l'ennemi français, puisque là ce sont les troupes fidèles à Vichy qui se battent, évidemment. Il adopte une attitude assez conciliante, disons-le. Il est soutenu par Eisenhower, en tout cas dans un premier temps, Ike, comme on l'appelle, le commandant en chef des forces alliées en Europe. Patton reste un moment au Maroc, alors il trompe son ennui, si je puis dire, en visitant un peu les ruines romaines. Il faut vous dire qu'il a toujours cette passion pour l'Antiquité, pour la Rome antique, qui ne le quittera jamais pendant toute sa vie. Or, à cette époque, Rommel, qui a été chassé d'Égypte et de Libye par la 8e armée britannique, installe l'Africa Corps, donc les troupes allemandes d'Afrique, en Tunisie. Il reçoit des renforts, dont un bataillon blindé équipé du fameux char Tigre, vous savez, avec en plus la 10e Panzer Division, et devant la déréliction des Américains face aux renards du désert, comme on le surnommait, Eisenhower nomme Patton, et ça va être la contre-attaque de Gafsa. Patton est victorieux à ce moment-là. Il prendra plus tard le commandement de la 7e armée américaine avec l'ordre d'envahir la Sicile de concert avec l'armée de Montgomery. Devant Catane, les Allemands les Anglais bloquent Montgomery et Patton les contourne. Il prend Messine, il rejoint les Anglais, rejette les Allemands à la mer. En Italie, c'est une véritable marche forcée de Patton qui se trouve stoppée le 22 mars par Eisenhower, qu'il rappelle en Angleterre officiellement pour préparer le débarquement en Normandie. La vraie raison du rappel de Patton, c'est qu'il s'est permis de gifler plusieurs soldats. Son comportement devient de plus en plus erratique et voici par exemple, je tire cela de l'ouvrage de Yanis Kadari, de ce Patton, paru chez Perrin. Voici par exemple ce qu'un rapport officiel du 3 août 1943 nous apprend. Le général George Patton est entré dans la tente des admissions accompagné du chef de l'hôpital et des médecins militaires. Il a parlé avec plusieurs patients, s'attardant auprès des blessés, puis est venu le tour du soldat Cool, auquel le général a demandé ce qui n'allait pas. Le soldat lui a répondu qu'il ne pouvait plus encaisser les combats. Le général s'est immédiatement emporté, a insulté le soldat
l'a giflé avec ses gants, puis il l'a empoigné par le col de sa veste pour le jeter au sol à l'extérieur de la tente. Le soldat a été évacué vers une autre tente par des infirmiers. Sa température était de près de 40 degrés. Il souffrait d'une diarrhée chronique depuis un mois, allant à la selle jusqu'à 16 fois par jour. Le lendemain, sa fièvre était toujours aussi élevée. Ses analyses sanguines ont montré qu'il était atteint de malaria et d'une dysenterie aiguë. Quand même, c'est pas très juste tout ça, c'est pas très sympathique. Ben non, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas parler que de personnages sympathiques. Vous allez voir que Patton est courageux, est admirable, est clairvoyant et qu'il a l'étoffe d'un héros, certes, mais qu'il n'est pas très sympathique. Bonjour Yanis Kalari, merci beaucoup d'être des nôtres. Vous êtes donc l'auteur chez Perrin de ce livre-album. C'est une biographie très illustrée, ce qui est très agréable à feuilleter, dans la même collection du reste que le Hitler de François Kersaudy dont on avait parlé il y a quelque temps. Et je suis ravi d'accueillir Claude Quetel qui est des nôtres aujourd'hui. Bonjour Claude Quetel. Bonjour. Merci d'être venu un 8 mai pour nous parler justement de 8 mai. Vous êtes venu avec un petit dessin d'ailleurs qui est très amusant. On voit un monsieur âgé, un vétéran en tenue d'ancien combattant. Il est britannique avec son coquelicot et toutes ses décorations. Il est assis à côté de ce qui pourrait être son petit-fils ou même son arrière-petit-fils et il lui dit « Quand j'avais ton âge, j'ai vaincu les nazis en Hollande. » Et le gamin répond « Sur Xbox ou sur PlayStation ?» C'est un peu tout le défi de l'émission d'aujourd'hui. Alors, il faut qu'avec vous, quand même, Yanis Kalari, nous allions plus loin et que nous voyions ce qu'il est advenu de Patton. Il ne tarde pas, après toutes ces affaires qui se passent quand même mal donc en Italie, à être affecté après le débarquement. Il rentre en Angleterre d'abord et puis il est affecté après le débarquement de Normandie. Nettement après, il arrive en août 1944 en Normandie, dans cette région de Bocage dont il avait justement étudié la disposition stratégique lorsqu'il était beaucoup plus jeune. Oui, c'est exactement ça en fait. Il arrive en Normandie bien après le débarquement, à la tête d'une armée qui est elle-même en grande partie encore stationnée en Grande-Bretagne, donc les choses vont finalement assez lentement. Le Bocage, il le connaît très bien, puisque ça a été une des destinations de son voyage de noces quand il était venu en France avec son épouse, qu'il avait d'ailleurs failli tuer dans le cadre d'un accident de voiture. Donc Patton conduisait comme un fou. Et donc la première chose qu'il va faire dès qu'il arrive, c'est de se rendre sur la ligne de front et d'observer la situation et de se poser la question de savoir comment faire maintenant pour percer le front allemand et ensuite essayer de sortir enfin de ce bocage qui est terrible. On a de Patton toujours l'image de cet homme extraordinairement inflexible, de cette espèce de force de la nature qui entraîne ses forces avec lui. N'oublions pas que c'est un homme qui réfléchit toujours avant d'agir et qui réfléchit plutôt 2 fois qu'une. Alors oui, Patton et Omar Bradley qui a servi sous ses ordres et qui en Normandie est devenu son chef entre-temps, la carrière de Patton ayant été mise entre parenthèses, disait que Patton était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est on l'aperçoit sur les champs de bataille comme une sorte de brute, de cow-boy un peu brutal. Et en même temps, c'est un grand intellectuel qui parle parfaitement bien le français, plusieurs langues étrangères, très cultivé. Et c'est quelqu'un de très réfléchi. Nous reviendrons tout à l'heure sur la personnalité de Patton. Voyons à grands traits, évidemment, parce que je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Et puis je voudrais qu'on arrive aussi au 8 mai, bien entendu, dont on célèbre aujourd'hui le 67e anniversaire. Et c'est une célébration qui a marqué les Français, étant donné l'actualité politique, bien entendu. Mais il ne faut jamais oublier derrière l'actualité, l'histoire qui est là. Et je suis ravi d'ailleurs que tout à l'heure, au cours du journal de Guillaume Cahour, des auditeurs d'Europe 1 aient téléphoné pour rappeler justement cette commémoration, pour rappeler le 8 mai 1945. Alors, Patton progresse, il progresse à pas de géant vers l'Est. Initialement, il n'était pas prévu qu'il délivre Paris, mais il va quand même laisser Leclerc le faire, Claude Quetel. Il va le laisser le faire avec les troupes, avec des troupes de Patch notamment. Comment pourrait-on dire, il détache des troupes de son armée pour aller libérer Paris. Oui, c'est vrai que le militaire est très lié au politique et que la libération de Paris est en quelque sorte un handicap d'un point de vue militaire, d'ailleurs que Patton lui-même dénonce. C'est pour ça qu'il va se retrouver en panne d'essence du côté de Metz. Oui, tout à fait. Et parce que délivrer Paris, ça pose des problèmes logistiques énormes. Mais en même temps, De Gaulle, le retour de la France dans la guerre, tout cela implique des conditions politiques qui viennent s'ajouter aux conditions militaires. Ce n'est pas simple, tout ça. Il a une idée derrière la tête, Patton. Son but, c'est d'aller le plus loin possible en Allemagne, évidemment.
évidemment. Il sait qu'en face, l'armée rouge, Staline, est en train de progresser, lui, de son côté. Hein. Alors, c'est la grande course-poursuite, effectivement. Ce qui intéresse Patton, avant même, finalement, de griller la priorité, si je puis dire ça comme ça, aux Soviétiques, c'est de gagner la guerre à lui tout seul. Avec la troisième armée. Rien que ça. Rien que ça. La troisième armée est une armée puissante, mais c'est pas la seule que les États-Unis ont déployée en Europe et en France. Mais Patton n'hésite pas, par exemple, à faire des tournées, des camions-citernes pour récupérer de l'essence à son profit. C'est quelqu'un qui va réutiliser les canons de l'adversaire. Il fait tout pour aller le plus vite possible. Le plus vite possible en direction de la Lorraine et ensuite pour essayer de franchir le Rhin, ce qu'il ne parvient pas à faire. Et il est donc bloqué pour des raisons on peut dire d'intendance, là. Il est bloqué pour des raisons logistiques, absolument. Il s'empare de Nancy, en revanche, il bute sur la ville fortifiée de Metz, où il va délivrer des assauts de plus en plus sanglants pendant plus d'un mois, sans obtenir de résultats vraiment probants. Alors au début de l'année 45, il occupe quand même peu à peu une grande partie du territoire allemand. Il arrive jusqu'aux portes de Prague. Oui. Et là, là, on lui dit que Monsieur Eisenhower, le général qui commande en chef les armées alliées, ne veut pas aller plus loin. Merde, hurle-t-il. Qu'est-ce que ça peut foutre ce que pensent ces foutus Russes? Et encore, je traduis gentiment. Nous allons devoir les combattre tôt ou tard à la génération suivante. Alors pourquoi ne pas le faire tout de suite pendant que notre armée est intacte et que ces foutus Russes peuvent se faire ramener en Russie à grands coups de pied? Bon, je passe la suite, vous avez compris l'état d'esprit du général Patton. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et aujourd'hui, 8 mai oblige, Franck Ferrand nous replonge dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et surtout l'histoire du général Patton. On est en train de parler du chien de Patton. Voilà. Alors on va venir sur le côté extrêmement pittoresque du personnage dans un instant. Là, je voudrais, puisque nous sommes effectivement ce jour anniversaire du 8 mai 1945, parler de ce 8 mai. Événement extrêmement complexe, qui n'est pas facile. Le 11 novembre 1918, c'est assez facile à résumer, si je puis dire. Le 8 mai 1945, vous allez voir que c'est un peu plus subtil. Alors d'abord, où est-il, Patton, en ce 8 mai 1945, où peut-on le retrouver, Yanis Kadari? Alors, écoutez, Patton, c'est pas compliqué, est installé dans son QG de Ratisbonne. Il est occupé principalement à écrire des courriers. À peu près où est Ratisbonne, hein. C'est dans le sud de l'Allemagne. Il est donc ses troupes sont déployées dans le sud de l'Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie, en direction de Prague, où elles ont été arrêtées in extremis sur un ordre d'Eisenhower, puisque Patton avait décidé coûte que coûte de foncer sur Prague. Il est occupé principalement donc à écrire à sa famille, à sa femme, qu'il déclare notamment que la paix sera vraisemblablement un enfer pour lui et qu'il sera probablement un très grand emmerdeur pour les autres. Ça renseigne déjà sur le personnage. Et surtout, il reçoit Robert Patterson, qui à l'époque est le sous-secrétaire d'État à la guerre américain. Et il essaie de le convaincre pendant plus de 2 heures de poursuivre effectivement le combat contre les soviétiques, alors que l'Europe vient enfin de sortir du cauchemar qui a été la Seconde Guerre mondiale. Patton, lui, n'a qu'une envie, c'est de replonger tout le monde dans la guerre et de foncer sur Moscou. Voilà le 8 mai de Patton. Est-ce qu'il est le seul à avoir cette ambition-là, Claude Quettel? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Ils ne sont pas nombreux. Mais tout de même, à côté de lui, dans le même état d'esprit que lui, il y a quand même Churchill. Oui, c'est ça. Qui pense exactement la même chose. Et l'histoire même du 8 mai 1945 reflète bien cette espèce de valse-hésitation et en même temps ce que moi je considère comme en fait la poursuite d'une guerre froide qui a commencé dès la révolution bolchevique de 1917. Il y a eu la Grande Alliance et puis en fait cette Grande Alliance est teintée de grande méfiance et cette grande méfiance apparaît d'une façon éclatante le 8 mai. Et donc, toute cette histoire du 8 mai en 2 temps... pour vous, n'est qu'un des épisodes, certes majeurs, mais qu'un des épisodes de cette très longue guerre qui traverse quasiment tout le XXe siècle. Hein, en fait. Oui, absolument. Alors, bon, évidemment, le 8 mai 1945, là, c'est la fin du conflit, la capitulation allemande, mais il y a sous-jacent ce phénomène de guerre froide que Patton a parfaitement intégré. Alors lui, évidemment, il parle des Mongols en parlant des Russes. Alors Churchill ne parle pas comme ça. Churchill est plus polissé. Mais pas loin, parce que lui aussi, il démobilise très très doucement, il désarme très très doucement les prisonniers allemands, parce qu'on ne sait jamais. Alors, par contre, la théorie, alors que Patton veut aller de l'avant, il dit, mais comment, c'est à nous de libérer Berlin, ou comment je veux aller à Prague, alors qu'il n'en est qu'à 80 ou 100 kilomètres. Oui, très proche. Mais Churchill, lui,
est plus prudent. Il dit, si les Russes veulent pousser plus loin, alors là, peut-être qu'il va falloir que quoi ? Non seulement qu'on poursuive la guerre, mais avec notamment les Allemands. Patton, en fait. Reprendre ce qui reste des Allemands pour aller se battre cette fois contre les Russes. De tous les peuples d'Europe, je parle sous votre contrôle, mais de tous les peuples d'Europe qu'examine Patton, il estime que les seuls valables pour faire la guerre, ce sont les Allemands. C'est un peu raide, quand même. Il considère effectivement que c'est le seul peuple décent d'Europe, alors qu'il a libéré lui-même, à la tête de sa 3e armée, des camps de concentration, et il a vu ce qu'ont été les ignominies du nazisme. Nous verrons tout à l'heure les contradictions du personnage, mais alors qu'il est totalement bouleversé, qui ne le serait pas évidemment devant ce qu'il découvre dans les camps de concentration, on le voit en même temps faire preuve à l'égard des élites juives des États-Unis d'un véritable antisémitisme, oui, par exemple. Alors c'est vrai. C'est vrai que Patton va d'ailleurs y aller très très mollo sur la dénazification dans son secteur d'occupation, qui est en gros la Bavière. La Bavière, absolument. Et alors c'est vrai aussi qu'il va faire des déclarations qui sont franchement antisémites. Alors je dirais, non pas pour sa défense, mais pour essayer d'expliquer les choses, que son antisémitisme procède d'un anti-bolchevisme. Oui, voilà. Pour lui, les deux, c'est une équation qu'il estime démontrée historiquement depuis Trotsky. Et donc, tout cela marche du même pas. Mais l'histoire même du 8 mai 1945 reflète bien cette tension de début de guerre froide, ou de guerre froide qui finalement n'a jamais fini. En quoi est-ce que... D'abord parce qu'elle est en 2 temps. C'est-à-dire qu'en fait, 2 signatures d'abord. Oui, il n'y a pas vraiment du 8 mai, si on peut dire. Il y a il y a un amont et un aval de 8 mai. C'est-à-dire une première signature à Reims. On est le 7 mai, certes, il est 2h30 ou 40 ou 45. Oui, donc on est du officiellement matin, le 8 mai, mais en fait c'est la nuit du 7 mai. On est dans l'atmosphère du 7 mai. Et pourquoi ? Parce que le gouvernement Dönitz, nommé par Hitler avant son suicide, essaie de faire des redditions séparées à l'ouest. Et pourquoi ? Pour surtout ne pas se rendre à l'Est. À la fois parce que les Allemands savent quel sort leur est réservé s'ils se rendent à l'Est, et en même temps parce que eux sont toujours dans cette logique, non pas de guerre froide, mais d'anti-bolchevisme. Donc, une première édition à Reims. Et puis il y a la deuxième signature. Et puis, Eisenhower, ne perdons pas de vue que la conférence de San Francisco est commencée depuis le 25 ou le 28 avril. Et que les Américains... On est en train de créer les nouvelles institutions mondiales. Bien sûr, on est en train de créer l'ONU. C'est quand même pas le moment, même pas de faire la guerre aux Russes, mais de se fâcher avec eux. Et en même temps, ce sont quand même les grands adversaires et en même temps les grandes victimes, 20 millions de morts, ne perdons pas de vue, de la guerre contre Hitler et les nazis. Donc, Eisenhower veut absolument respecter les termes du contrat, entre guillemets, du contrat de guerre, et par conséquent négocier tout de suite avec Staline, qui est furieux de cette reddition à l'ouest des Allemands, une deuxième reddition qui, elle, va avoir lieu, alors pour le coup, le 8 mai, mais très tard, à minuit et demi, près de Berlin, à Karlshorst, qui se visite encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la journée même du 8 mai est encadrée par 2 signatures qui ont eu lieu de nuit, une dans la nuit du 7 au 8 et une dans la nuit du 8 au 9. Absolument, qui ne sont pas vraiment le 8 mai. On peut dire que cet armistice du 8 mai 1945, pour Patton, c'est un désastre. Pour lui, on peut dire que c'est son monde qui s'écroule et un peu sa vie du reste. C'est effectivement sa vie qui s'écroule. La guerre s'achève en Europe. Il a à ce moment-là une obsession, mais ça ira très vite. La réponse sera négative, c'est de partir avec sa 3e armée en Chine pour poursuivre la guerre, cette fois-ci contre les Japonais. C'est refusé, tout simplement parce que MacArthur, qui n'a rien à envier à Patton dans le registre, je dirais, un peu de comédien étoilé, refuse l'arrivée de Patton en Asie-Pacifique. Et effectivement, pour Patton, la guerre s'achève et sa vie s'arrête. Et quand vous dites sa vie s'arrête, c'est quasiment au sens propre du mot. Oui. C'est quasiment au sens propre du mot, absolument, oui, puisqu'il décédera quelques mois plus tard des suites d'un banal accident de voiture. Il aura été grièvement blessé, il va agoniser pendant plusieurs jours et effectivement il va mourir en décembre 1945. Comme si en quelque sorte, de toute façon après tout ça, il ne pouvait plus vivre, il ne servait plus, il n'avait plus son utilité essentielle en quelque sorte. C'est très exactement ce qu'il a écrit à sa femme quelques jours après le 8 mai, aux alentours du 10 ou du 11 mai. Je n'ai plus aucune utilité pour ce monde, je n'ai plus rien à faire dans ce monde. Et d'ailleurs, quand il a été voir sa famille aux États-Unis à l'été 1945, il a embrassé ses enfants en leur disant qu'il ne les reverrait jamais.
Et c'est très précisément ce qui est arrivé. Quand je dis que cet homme était doué d'une forme de prescience. Chose promise, chose due, dans un instant, nous allons vous parler du personnage Patton, au-delà de ses aspects historiques. Qui était-il ? Vous allez voir qu'il était pour le moins pittoresque et nous allons pouvoir aborder tous ces aspects grâce à nos invités, Yanis Kadari et Claude Quetel. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. German Advance, c'est un nouvel extrait de la bande originale du film Patton de Franklin Schaffner, le général Patton dont vous nous parlez aujourd'hui, Franck Ferrand. Oui, et quand vous avez vu, Fatima, ce film, vous ne pouvez qu'avoir à l'esprit la tête comme ça, alors c'est du comédien qui joue Patton, mais qui est très bon et qui fait vraiment penser à cette espèce de, je sais pas comment on peut dire, de force de la nature qui avance toujours plus à l'est, contrairement au professeur Tournesol, et qui avance à bord de son char avec ses entièrement étoilé. On disait, ces hommes disaient qu'il était une galaxie à lui tout seul. Une galaxie ambulante. Une galaxie ambulante. Les journalistes avaient surnommé le général 24 étoiles. C'est une sorte d'inflation, tout simplement parce qu'il avait des étoiles partout, sur son casque, sur son uniforme, jusque-là rien de plus normal, mais aussi sur son ceinturon et sur ses armes, puisqu'il se promenait avec ses colts à crosse d'ivoire. C'est le Yankee, c'est le cow-boy qui se balade dans la vieille Europe. C'est l'image qu'il veut donner de lui aussi, pour établir une proximité avec la troupe. Il y a une volonté, il y a une véritable réflexion. Il faut vraiment pas oublier que Patton, s'il est né en Californie, est issu du vieux Sud. C'est quelqu'un qui est vraiment très bien éduqué. Un sudiste pur et dur. Un sudiste pur et dur, absolument. Et donc, il y a cette grande ambiguïté chez Patton. Il est très dichotomique. Et avec un sens de la mise en scène, de l'auto-mise en scène, qui confine au cabotinage. C'est le moins qu'on puisse dire. Et à la limite, sans vouloir choquer qui que ce soit parmi nos auditeurs, je dirais juste que Patton a certainement passé autant de temps devant son miroir pour répéter ses discours qu'Hitler l'a fait. Ah oui. C'est quelqu'un qui s'entraînait pendant des heures, qui apprenait ses textes par cœur, et ça aurait certainement été un excellent acteur de théâtre. On le voyait chercher la bonne pose, etc. C'est comme vraiment comme un comédien, comme un Shakespearien pourrait faire, Claude Quetel. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que grâce à tout cela, il est un entraîneur d'hommes. Les gifles en Sicile, oui, certes. Mais c'est le côté très négatif, mais surtout a posteriori, il faut essayer de se resituer psychologiquement. Est-ce qu'il était aimé de ces hommes? Complètement. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais admiré. Totalement adulé. Toute cette mise en scène conduit à cela, et c'est en cela qu'il est en fait un véritable acteur. Oui, absolument. Il fait partie de ces chefs qui sont capables de galvaniser, de donner l'énergie aux hommes. Il fait partie de ces chefs qui vont aller sur le terrain, un carrefour routier pour faire circuler les chars dans le bon sens, qui va aller uriner derrière un arbre avec ses soldats, manger la même chose qu'eux, et qui va leur parler sur le même ton. Il a une maîtrise parfaite de l'argot des GIs. C'est effectivement quelqu'un qui est un entraîneur d'hommes extraordinaire. C'est la bête de guerre. Alors il a énormément de contradictions. Vous nous avez dit qu'il était très bien éduqué, effectivement, il a une culture très fine, ce qu'on appelle les vraies humanités, une vraie culture classique. Et à côté de ça, son langage, c'est très rare que ce soit arrivé dans cette émission, j'ai même pas pu aller au bout de ma citation tout à l'heure, car il y a une grossièreté et une ordure, toutes les lignes, littéralement, c'est incroyable. C'est tout à fait exact. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. mais ça fait partie de son rôle. Ça fait partie de son rôle. Ce n'est pas dans sa culture, mais il a compris que c'est comme ça qu'il allait asseoir son image. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait avec la France une relation ambivalente? Il a une relation très particulière avec la France. D'abord, il parle parfaitement bien le français, ce qui est quand même assez rare parmi les grands généraux américains de la Seconde Guerre mondiale. Il est venu en France à plusieurs reprises. Il va y venir y faire la guerre. Il va être vraiment très impressionné par l'armée française. Tout à l'heure, les gens défilaient sur les Champs-Élysées. Il va y venir régulièrement pour la Première Guerre mondiale, voir passer les régiments qui redescendaient du front et qui étaient honorés par le peuple français. Et il était vraiment absolument stupéfait, emporté voilà. Alors, en revanche, il est par contre très irrité par le côté administratif des Français. Ah oui. On lui donne pas ce dont il a besoin assez vite et en quantité suffisante. Donc ça l'agace profondément. Il faut remplir des tas de papiers, ça l'agace. Bon.
La grande brisure, si on peut dire ça comme ça, avec la France, qui reste malgré tout relative, c'est la défaite de 1940. Il est profondément, totalement ébranlé par la victoire allemande contre l'armée française. Et particulièrement déçu. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'en 1939, l'armée française est considérée comme la première armée du monde. La meilleure armée du monde, oui, tout à fait, absolument. Et donc il n'en revient pas de ce qui se passe. Il n'en revient pas, et à partir de ce moment-là, il va, dans son travail de militaire, commencer à étudier de très près les doctrines allemandes. Et c'est ce qui va lui permettre vraiment ensuite de briller sur les champs de bataille à la tête de ces unités blindées. Et quand vous dites de briller, c'est au sens propre du mot. Oui. Alors, pardon, c'est un petit détail, mais j'ai parlé, moi, de crosses nacrées. Vous parlez de crosses en ivoire. Qu'en est-il exactement? Elles sont en ivoire. Elles sont en ivoire. Un journaliste l'avait interrogé à ce sujet et Patton avait réagi. Les crosses de ses colts, il faut dire. Il porte comme ça, comme un cow-boy. Non réglementaire. Non réglementaire, évidemment. Et un journaliste l'avait interrogé là-dessus et il lui avait rétorqué qu'il n'était pas un proxénète, pour rester poli, de la Nouvelle-Orléans, et que ses armes étaient donc avec des crosses en ivoire. Voilà. Charmant. S'il avait pu, il se serait carrément battu sans uniforme, on pourrait le dire. Ah, mais enfin, en même temps, l'uniforme devait le grandir quelque part encore et servir à cette espèce de mise en scène. Il a une obsession de l'uniforme, il a une obsession des décorations. Un mot de son chien, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Alors son chien, oui. Willy, son chien qui, je suis pas expert en matière de chien. On va dire que c'est une sorte de pitbull. Qui lui ressemble. Qui lui chien tel maître, qui est un ancien, en fait, c'est le chien d'un ancien pilote de bombardier britannique qui n'est jamais rentré de mission, et Patton a décidé d'adopter le chien. Et c'est un chien de combat, évidemment, donc ça allait parfaitement bien avec le personnage. À un détail près, c'est que ce chien était en fait un trouillard qui était terrifié par la présence des autres bêtes, et notamment par les deux petits chiens du maréchal britannique Montgomery. Il le mettait régulièrement en fuite. Voilà. C'était la séquence canine. C'est terrible. Les coulisses de cette guerre terrible, par ailleurs. Et avec les femmes, pardon de venir aux femmes après les chiens, mais ça me vient comme ça dans les... quel est cet homme qu'on imagine... Pardon, c'est vraiment horrible ce que je suis en train de faire. On imagine cet homme comme un véritable macho, évidemment. Est-ce que c'était le cas? Non, on est encore sur un Patton, une fois de plus, tout en nuance. Sa femme est l'amour de sa vie, mais il passera sa vie à la tromper. Voilà, une contradiction de plus. Et sans elle, il le dit lui-même, il n'est rien. Donc en fait, il a une relation très particulière. Et d'une certaine manière, sur la fin de son existence, sa femme devient un petit peu, quelque part, sa mère aussi. Voilà. Alors nous sommes donc aujourd'hui le 8 mai et je voudrais qu'on dise un mot de ce qu'il est advenu de cette célébration du 8 mai, Claude Quetel, puisque maintenant quand même le 11 novembre a tendance, si je puis dire, à prendre le pas sur le 8 mai, objectivement, dans les commémorations de tous les morts pour la France. Quel est le statut aujourd'hui du 8 mai et quel est l'avenir de cette célébration de l'armistice de 1945 ? Alors là, on aborde à une autre planète, qui est la planète... Il reste 2 minutes pour aborder cette planète. Écoutez, oui, j'ai bien compris, qui est celle des célébrations nationales, qui est un vrai problème. Je reviens au rapport Caspi de novembre 2008, qui d'ailleurs, paradoxalement demandé par le secrétariat d'État aux anciens combattants, a été tout de suite désavoué dans ses conclusions par le même secrétariat d'État. Parce que qu'est-ce que dit Caspi ? Caspi dit que nous recevons très souvent à ce micro, avec toujours beaucoup de plaisir. Il y a trop de fêtes, nationales. Aujourd'hui, il y en a quand même 12. 12. Le 8 mai n'est qu'une des 12. Et alors évidemment, tout le monde s'étonne, les médias, les pouvoirs, que les Français, du coup, sont indifférents à toutes. Ils sont indifférents à toutes parce qu'il y en a trop. Il y en a peut-être un peu trop. Et c'est ce que le rapport Caspi dit. Le rapport Caspi parle de l'inflation des fêtes nationales. Regardez les Américains. Ils en ont une. Independence Day. 4 juillet. Regardez les Irlandais, ils en ont une, c'est la Saint-Patrick. Je pense qu'on s'achemine vers une primauté de la fête du 11 novembre pour ce qui est des affaires militaires. Mais en l'occurrence, tant qu'il y a des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu délicat de laisser tomber le 8 mai, même si le président Giscard d'Estaing l'avait fait au passage. Alors, vous avez tout à fait raison, et ça a souvent été mal interprété, parce que alors justement, en plus, le 8 mai qui aujourd'hui est fête nationale ne l'a pas toujours été, et effectivement, en 1975, Giscard d'Estaing
clandestin, mais ça a été très mal compris, supprime le 8 mai, pas pour faire de la peine aux anciens combattants, ce que les anciens combattants ont cru comprendre, mais tout simplement pour dire, attendez, aujourd'hui, à l'heure de l'Europe, il faut peut-être aller plus vers la réconciliation, notamment franco-allemande. On célèbre une victoire sur l'Allemagne, alors et que les Allemands, eux, ne fêtent absolument pas. Évidemment. Et que les Russes fêtent le 9 mai, pas le 8 mai. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai problème qui se pose encore aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est et quel est l'avenir de nos fêtes, de nos 12 fêtes nationales, et quelle est la place du 8 mai dans ces 12 fêtes? Claude Quetel, je rappelle que votre dernier livre, qui est paru là au début de l'année, s'appelle Murs. C'est très passionnant, ça parle des murs. Tiens, il faudra que vous veniez nous en parler un de ces jours, des murs. Et de Yanis Kadari, bien entendu, chez Perrin, cette biographie très richement illustrée dans une collection qui s'appelle Maître de guerre. Oui, c'est ça, Maître de guerre. Maître de guerre chez Perrin, c'est un beau livre sur Patton, qui est comme le personnage. Le personnage est tout en contradiction, et vous, Yanis Kadari, vous êtes tout en nuances. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis sûre que c'est une émission qui va vous intéresser personnellement. Franck, nous allons parler des métiers de famille. Vous savez, tu seras maréchal Ferrand, mon fils, c'est ce qu'on disait. Eh bien, vous allez voir qu'aujourd'hui, non seulement on le dit encore, tu seras maréchal Ferrand, mon fils, mais on dit aussi, tu seras maréchal Ferrand, ma fille. Enfin, peut-être pas maréchal Ferrand. À tout de suite avec les experts. On me l'avait jamais faite, la maréchale. Merci beaucoup, Elena. Nous nous retrouvons demain, Fatima. À demain, Franck Ferrand. 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 Fatima. À demain, Franck Ferrand.